À 71 ans, John Travolta a fait un choix qui a déstabilisé même ses amis les plus proches. Après la perte dévastatrice de sa femme Kelly Preston dans 2020, et la mort déchirante de son fils Jet quelques années plus tôt, quelque chose a basculé au plus profond de lui. Ceux qui le connaissent le mieux disent qu'il n'a plus été le même depuis. Vers 2025, son entourage commence à remarquer d'étranges changements dans sa façon de parler et d'agir. Il commence à faire ses adieux de façon subtile mais troublante, comme s'il fermait lentement un chapitre que personne n'était prêt à clore. Il commence à se débarrasser d'objets personnels qui avaient transporté des décennies de souvenirs des objets qu'il gardait auparavant précieusement. Il enregistre ce qu'il décrit comme un dernier message à ses fans, un geste qui suscite des vagues de peur dans son cercle intime. Sa famille est effrayée. Ses amis murmurent que les récents canulars de décès entourant son nom ne sont pas sortis de nulle part. On a le sentiment que quelque chose de plus profond est en train de se produire, quelque chose que John a choisi de ne pas partager publiquement. Ce qu'il a découvert sur son propre avenir, croit ses proches, briserait le cœur de quiconque l'entendrait. John Travolta est né le 18 1954 février à Englewood, dans le New Jersey. Il est le plus jeune des 6 enfants d'une famille qui n'a jamais eu beaucoup d'argent, mais qui était riche en son et en imagination. Son père Salvatore tenait un modeste magasin de pneus et avait la lourde charge de subvenir aux besoins de la famille. Sa mère Hélène maintenait le foyer uni tout en nourrissant sa passion pour la comédie, en donnant des cours et en s'accrochant aux rêves qu'elle avait elle-même poursuivis sur les planches. John a grandi en regardant sa mère répéter ses yeux s'illuminant à chaque fois qu'elle entrait dans un personnage. Avant même d'atteindre l'adolescence, il ressentait une attraction invisible vers ce monde. Alors qu'il n'avait que 12 ans, une pièce de théâtre scolaire a tout changé. Dès qu'il est monté sur scène, quelque chose s'est enflammé en lui. Il se déplaçait avec une étincelle naturelle, et lorsque le public s'est mis à applaudir le son, l'a frappé comme une porte qui s'est ouverte en grand. La maison Travolta était peut-être petite, mais elle n'était jamais tranquille. La musique, les rires et les histoires remplissaient chaque coin. Hélène répétait des chansons de spectacle comme « La mélodie du bonheur dans le salon », et John absorbait chaque note comme s'il s'agissait de l'air lui-même. Ces moments ont fait naître l'espoir en lui-même, si l'argent restait serré et l'espace limité. Grandir dans un tel environnement musical signifiait que le silence était rare. Les répétitions d'Hélène résonnaient des mélodies de My Fair Lady et d'Oklahoma, et John s'y joignait souvent sans y être invité. Il dansait sur le sol, chantait à tue-tête, imitait les gestes et faisait des grimaces si expressives que les voisins s'arrêtaient parfois pour l'observer à travers la fenêtre. Bien qu'il soit le plus jeune et souvent traité comme l'avorton de la famille, sa mère l'élève constamment, lui disant qu'il possède quelque chose de rare. Chaque fois qu'il se sent petit ou seul, il se tourne vers la musique. Le rythme devient son refuge noyant ses peurs, et il admettra plus tard que ses spectacles de salon l'ont sauvé plus d'une fois. La créativité l'entoure, le poussant tranquillement vers un avenir qu'il ne peut pas encore imaginer. À l'école, c'est une autre histoire. John est victime de brimades incessantes à cause de sa maigreur et du bégaiement qui déforme ses paroles. Ses camarades de classe se moquent de lui, l'appelant Pinky à cause de sa peau pâle. Il se moque de sa voix et de sa façon de marcher, lui faisant regretter de ne pas pouvoir disparaître avant l'heure du déjeuner. Pour survivre, il se replie sur lui-même. À la maison, il transforme la douleur en spectacle, jouant de petites scénettes pour ses frères et sœurs et transformant l'humiliation en humour. Le fait de jouer l'apaise et adoucit les arêtes vives laissées par la cruauté de la cour d'école. Sa mère voit la blessure qu'il porte et l'encourage à faire du théâtre, lui donnant un endroit où canaliser ses émotions pour en faire quelque chose de puissant. Lorsqu'il arrive au lycée, chaque fois qu'il monte sur une scène, il se transforme complètement. Les gens le regardent avec une intensité habituellement réservée aux stars, comme s'il contrôlait la lumière même de la salle. Ce qui ressemblait autrefois à de la faiblesse se transforme lentement en force. Sa première véritable percée a eu lieu à l'âge de 12 ans, lorsque Hélène a dirigé une production communautaire intitulée « Who'll Save the Plowboy » et lui a confié un petit rôle. Le rôle était simple, mais lorsque John est entré en scène, son instinct a pris le dessus. Il a ajouté des blagues improvisées, modifié son ton et glissé des accents qui ne figuraient pas dans le scénario. Le public a réagi instantanément, riant et applaudissant jusqu'à ce qu'il se fiche d'incrédulité. Cette soirée s'est terminée par une standing ovation, un événement si inattendu
qu'il a stupéfié même les adultes en coulisses. À ce moment-là, John a compris ce que sa vie était censée être. Il a porté ce sentiment en avant comme une boussole, le laissant le guider à travers l'incertitude. À 16 ans, il prend une décision audacieuse et effrayante contre l'avis de ses parents. Il quitte le lycée Dwight Morrow. Avec un petit sac et tout l'argent qu'il peut trouver, il part pour New York. Il loue une chambre au YMCA pour $1 par nuit et accepte tous les emplois qu'il trouve. Il fait la vaisselle, livre des fleurs et nettoie partout où quelqu'un veut bien le payer. Pendant la journée, il se glisse dans des cours de théâtre gratuits auxquels il n'est techniquement pas autorisé à assister. Le soir, il retourne dans son lit étroit du YMCA et se promet de survivre un jour de plus. Il refuse de laisser la tristesse l'emporter. Il croit que la lutte a un sens et que s'il continue à frapper la ville, finira par lui ouvrir une porte. Helen l'aide à s'inscrire à la Neighborhood Playhouse School of the Theatre, où il étudie le chant avec Dan Sullivan. Ce dernier reconnaît en John quelque chose de brut et de naturel, mais l'avertit que le talent seul ne suffira jamais. Il lui dit que l'industrie pourrait le détruire s'il ne développait pas une peau épaisse. John l'écoute attentivement. La formation a été éprouvante tant sur le plan émotionnel que physique. Il a appris à contrôler sa voix, à modeler ses mouvements et à éliminer lentement son bégaiement. Lorsqu'il a terminé le programme, l'avertissement de Sullivan est resté en lui comme un écho silencieux, lui permettant de garder les pieds sur terre, même lorsque le succès est arrivé plus tard. La même année, à tout juste 16 ans, John décroche son premier emploi rémunéré au Cherry Lane Theatre dans Bye Bye Birdie, gagnant $75 par semaine. La scène est petite, les coulisses exiguës, mais chaque représentation lui apprend quelque chose de nouveau. Il mémorise des répliques, étudie des acteurs chevronnés et apprend à retenir l'attention d'un public. Pour la première fois, il se sent à sa place dans le monde du spectacle. 2 ans plus tard, dans 1972, il joue dans la pièce Rain aux côtés de Blythe Danner. La production ferme ses portes après seulement 2 semaines en raison de critiques sévères, ce qui laisse John une fois de plus sans le sou. Sans argent, il dormait sur des bancs publics et marchait pendant des heures dans l'espoir d'une opportunité de casting. Cette période douloureuse s'est gravée dans sa mémoire, lui apprenant à quel point l'industrie pouvait rapidement élever quelqu'un et le laisser tomber sans avertissement. Pourtant, il a refusé d'abandonner. En 1973, il rejoint la tournée nationale de Grease dans le rôle de Doody. Ce n'est pas un premier rôle, mais cela lui donne de la liberté sur scène. Il improvise des mouvements de danse qui font rire les autres membres de la troupe et apprend à se produire soir après soir dans différentes villes. Les voyages épuisants, les longs trajets en bus et la camaraderie avec les autres acteurs l'ont renforcé. Cette tournée est devenue un tremplin, l'aidant à attirer l'attention de ceux qui pourraient lui ouvrir des portes plus grandes. En 1974, il atteint enfin Broadway dans Over Here, aux côtés des Andrews Sisters. Le spectacle tient l'affiche pendant 341 représentations et devient la comédie musicale la plus populaire de la saison. John chante « A Million Miles Away » avec une voix de ténor que peu de gens savent qu'il possède. Il lutte contre le trac pendant les avant-premières, mais une fois qu'il a trouvé son rythme, la scène se sent comme à la maison. Le succès de Over Here change tout. Il lui présente de futurs collaborateurs et le pousse vers Hollywood. La même année, il auditionne pour plus de 50 publicités décrochant des spots pour Dr Pepper et Unique Auto Accessories. Il gagne soudain $500 par jour et pour la première fois ressent une stabilité financière. Il a emménagé dans un petit appartement à Hell's Kitchen. Ces publicités l'ont maintenu en vie, lui ont permis de passer des auditions et ont empêché l'espoir de lui glisser entre les doigts. Dans 1975, il a auditionné pour Godspell, mais a trébuché lors d'une chanson de rappel et a perdu le rôle. C'était un autre rappel que même si des portes s'ouvraient, la déception n'était jamais loin derrière. Ce refus l'a écrasé et l'a obligé à repenser sa façon de se préparer. Il s'est tourné vers Milton Katsoulis, un professeur d'art dramatique. Katsoulis l'a poussé à aller plus loin et à trouver des émotions qu'il n'avait jamais utilisées auparavant. Cet échec est devenu l'une des leçons les plus importantes de sa vie. Puis est venue l'audition qui a tout changé. Welcome Back Kotter. Il a failli le rater parce qu'il avait besoin d'argent et qu'il était sur le point d'accepter un rôle à Broadway. La directrice de casting, Lynn Stallmaster, l'a retenu en lui donnant un petit rôle dans The Devil's Rain, juste pour qu'il puisse se maintenir à flot.
Lorsqu'il s'est présenté à l'audition de Cotter en mars 1975, il était en sueur et mâchait du chewing-gum, mais dès qu'il a lu le texte pour Eddie Barbarino, il a illuminé la pièce. Les producteurs ne pouvaient plus le quitter des yeux. En mai 1975, il était l'un des jeunes visages les plus célèbres de la télévision. Les enfants ont copié sa démarche. Des t-shirts avec sa photo se sont vendus partout. Avant même la diffusion de Cotter, il est apparu dans Urgence, dans 1975, dans le rôle d'un fugueur en difficulté. Il avait déjà participé à l'émission une fois dans 1972 en tant que randonneur blessé, alors qu'il n'avait que 18, L'épisode 1975 a frappé différemment. Il a déversé une véritable émotion dans le rôle, utilisant des souvenirs de sa propre vie pour façonner le personnage. Les producteurs l'ont remarqué. Ils ont vu de la profondeur. Ils ont vu quelqu'un qui pouvait porter des histoires plus importantes. Puis vint le garçon dans la bulle de plastique en 1976, Il jouait Todd Lubitsch, un adolescent né sans système immunitaire. L'histoire était vaguement basée sur David Vetter, le vrai garçon, qui a vécu en isolation de 1960 et 11 jusqu'à sa mort en 1984, Le film est diffusé le novembre 12, 1976, et devient un énorme succès. Pendant le tournage, Travolta se lie avec Diana Hyland qui joue le rôle de sa mère. Lorsqu'elle meurt peu après d'un cancer, la perte le frappe durement. Il en est resté marqué pendant des années, façonnant sa vie émotionnelle et le poussant à s'interroger plus profondément sur lui-même en tant qu'acteur. John Travolta s'est présenté aux auditions du film Saturday Night Fever avec plus de pression sur les épaules que la plupart des jeunes acteurs. Pourtant, quelque chose en lui a attiré la salle vers lui. Plus de 200 acteurs ont essayé d'incarner Tony Manero, mais Travolta avait une démarche que personne d'autre n'avait. Il avait étudié un bref moment dans un clip de Brady Bunch où un personnage se pavanait avec une sorte d'arrogance, et il l'a copié jusqu'à ce que cela lui paraisse naturel dans ses os. Lorsqu'il est entré dans la pièce, le réalisateur John Badham l'a regardé bouger et a su que c'était lui. Cette petite marche allait devenir la signature de Tony. Avant cela, Travolta était surtout connu sous le nom de Vinnie Barbarino dans Welcome Back Kotter. Mais la fièvre du samedi soir a tout changé pour lui presque du jour au lendemain. Le rôle a fait de lui le plus jeune candidat à l'Oscar du meilleur acteur depuis 1932 à seulement 23, et le producteur Robert Stigwood lui a fait signer un contrat de 3 films d'une valeur $1 million, ce qui était presque inédit pour un acteur en pleine ascension dans 1976, Un an plus tard, dans 1977, ils ont tourné les fameuses scènes en costume blanc à l'intérieur de la véritable discothèque de Brooklyn, 2000, un Odyssée. Les lumières étaient chaudes de la foule bruyante et la pression pour que tout soit parfait ne cessait d'augmenter. Badham a poussé tout le monde à bout. Pour la seule séquence de Stayin' Alive, il a exigé plus de 100 prises. Travolta n'a cessé de tourner et de glisser jusqu'à ce que ses genoux saignent sur le sol en béton. Patricia von Brandenstein, la costumière, a trouvé le costume blanc sur le présentoir, parce que Tony Manero était un employé de magasin de peinture qui ne pouvait pas s'offrir quelque chose de personnalisé. Ce simple choix a rendu la tenue plus réelle, et ses pantalons évasés et ses revers larges sont entrés dans l'histoire du disco. Puis est venue la bande sonore. Light 1977 a mis au monde les chansons des Bee Gees et la musique a explosé. L'album s'est vendu à 40 millions d'exemplaires dans le monde et à 16 millions aux États-Unis, ce qui en fait la deuxième bande originale la plus vendue de tous les temps, juste derrière The Bodyguard. Il est resté 24 semaines à la première place du Billboard. Stayin' Alive est devenu l'hymne de Travolta, et les Bee Gees ont façonné le son pour qu'il corresponde au voyage émotionnel de Tony. Leur falsetto se fondait avec son personnage et rehaussait chaque scène dans laquelle il dansait. Lorsque le film a été présenté pour la première fois au Mann's Chinese Theatre le 14, 1977, décembre, la foule à l'extérieur ressemblait plus à un festival qu'à un événement cinématographique. À l'intérieur, le film s'est enflammé. À la fin de 1978, le film avait rapporté plus de 90 millions de dollars aux États-Unis et 350 millions de dollars dans le monde entier. Travolta a obtenu sa première nomination aux Oscars à 23. 3 ans plus tard, ABC a diffusé le film à la télévision et on estime que 200 millions de personnes l'ont regardé. Malgré tout ce succès, Travolta a refusé une offre d'endossement d'1 million de dollars parce qu'il craignait d'être piégé dans le rôle du disco boy pour toujours.
Pendant le tournage, une véritable tension planait dans l'air. Un soir, Travolta a assisté à une véritable bagarre dans une discothèque de Brooklyn. Le bruit, la panique, le danger sont restés en lui et ont contribué à façonner l'une des scènes les plus sombres du scénario. La MPAA a plus tard forcé cette scène de viol à être coupée, mais la crudité dont Travolta a été témoin est restée en lui. Cela l'a poussé à éviter les rôles trop ethniques ou trop prévisibles. Il craignait d'être enfermé dans des cases, et cette peur a influencé de nombreuses décisions précoces. Après La fièvre du samedi soir, le monde s'attendait à ce qu'il dise oui à tout. Au lieu de cela, il a refusé un caméo dans Animal House dans 1978 parce qu'il voulait protéger son image dramatique. L'album simplement intitulé John Travolta se hisse au 14e rang du Billboard 200, et mêle ballade et disco. Il essayait de prouver qu'il pouvait grandir sans s'éteindre comme tant de jeunes stars. Puis vint Grease. Travolta avait joué Danny Zuko à Broadway dans 1972, et le personnage vivait en lui. Lorsque les producteurs ont envisagé Henry Winkler Travolta, s'est présenté et a chanté Greased Lightning en direct sur le plateau. Olivia Newton-John l'a aidé à chanter et cette confiance a scellé le rôle pour lui. Le tournage a commencé pendant l'été de 1977 à la Venice High School. Transformés en Rydell High, les talents de danseurs de Travolta à Broadway se sont mêlés à sa nouvelle célébrité au cinéma et ont rendu Danny Zuko inoubliable. En juillet 1977, l'équipe était à Venice Beach pour filmer la scène du hand jive. Plus de 500 figurants ont joué des étudiants et l'énergie était folle. Travolta a improvisé de nombreux mouvements, c'est pourquoi la scène semble si vivante. Ce jour-là, il s'est blessé à la main lors d'une cascade, mais il a tenu bon et l'équipe a dû s'adapter rapidement. Le chaos autour de lui a créé une sorte de magie que l'on peut encore ressentir en regardant la scène. Grease est sorti en salle en juin 1978 et a fait un tabac au box-office. Il a rapporté 132 millions de dollars aux États-Unis et plus de 395 millions de dollars dans le monde entier pour un budget minuscule de 6 millions de dollars. Travolta a empoché 5 millions de dollars, devenant ainsi l'acteur le mieux payé d'Hollywood. Les rumeurs d'une romance hors écran avec Olivia Newton-John se sont répandues partout, mais Travolta a toujours dit que ce n'était que professionnel. Le film l'a fait passer du statut de star à celui de légende. Derrière tout ce succès, il se passait quelque chose de douloureux. Pendant la tournée de presse de Grease, Travolta apprend que sa mère, Hélène, est atteinte d'un cancer du sein. Elle le lui avait caché pour l'épargner. Il termine les dernières scènes en portant ce chagrin. Hélène est morte en 1978, et Travolta a dit plus tard que la douleur avait ajouté une vulnérabilité plus profonde à Danny Zuko. Même dans Heartbreak, il était resté professionnel, et les acteurs l'ont respecté pour cela. Puis est venu son single Let Her In en 1978, Elle est devenue un succès, restant numéro 1 au Royaume-Uni pendant 7 semaines et atteignant la 10e place du Billboard Hot 100 aux États-Unis. ABC avait même prévu une émission spéciale intitulée John Travolta Special, mais l'emploi du temps n'a pas permis de la tourner. Let Her In reste son seul succès en solo dans le top 10 aux États-Unis. La même année, on lui propose Superman. Christopher Reeve finit par accepter le rôle, mais Travolta avouera plus tard que cette décision l'a hanté. Superman a rapporté plus de 300 millions de dollars dans le monde entier et a façonné l'avenir des films de super-héros. S'il l'avait accepté, sa carrière aurait pu être différente. Urban Cowboy est arrivé dans 1980, et Travolta s'est jeté à corps perdu dans le rôle. Il a passé des mois à apprendre à monter des taureaux avec de vrais ranchs texans, en essayant d'incarner Bud Davis avec honnêteté. Lors d'une répétition, il a été projeté si violemment qu'il a perdu la sensibilité de ses jambes pendant un moment. L'équipe a paniqué, mais Travolta a insisté pour qu'il continuait avant même de se faire examiner. La blessure s'est avérée être une fracture de la cheville, ce qui a retardé les reshoots avec Deborah Winger. La douleur est restée avec lui, mais elle a aussi donné au film un réalisme grinçant que les fans ont remarqué. Dans 1981, il est entré dans le blowout. L'histoire est empreinte de la paranoïa des années Watergate. Pour un moment critique, le réalisateur Brian De Palma avait besoin d'un cri qui sonne vrai. Rien n'a fonctionné.
Travolta, s'inspirant de sa propre expérience d'improvisation acquise dans Welcome Back, Kotter, et créé un son brut qui correspondait exactement à ce que voulait De Palma. C'est devenu l'un des moments les plus mémorables du film. Puis vinrent 1983 et Staying Alive. Travolta reprend le rôle de Tony Manero mais devient également producteur exécutif. Le budget passe à 22 millions de dollars, soit environ 64 millions aujourd'hui. En coulisses, il s'oppose à Sylvester Stallone au sujet du contrôle de la création. La tension a tout ralenti, mais le film a tout de même rapporté 127 millions de dollars dans le monde entier. Les critiques l'ont déchiré, mais le box-office a montré que Tony Manero avait encore du pouvoir. John Travolta s'est lancé dans 1985, en pensant qu'il allait faire un simple drame romantique. Mais le film Perfect l'a entraîné dans quelque chose de plus lourd. Il a joué un journaliste de Rolling Stone, piégé dans un combat judiciaire pour des bandes qu'il refusait de remettre. Cette scène lui semblait étrangement familière, car au même moment, il était confronté à une véritable bataille contractuelle avec Paramount, au sujet de résidus non payés provenant de la Grèce. Le film avait rapporté plus de 420 millions de dollars dans le monde, mais Travolta n'avait pas reçu tout ce qui lui était dû. L'affaire s'est réglée en douceur, mais elle l'a laissé meurtri, et le film lui-même s'est effondré au box-office. Il n'a rapporté que 12,9 millions de dollars pour un budget de 20 millions de dollars. Les critiques l'ont écrasé, et sa carrière a trébuché. Pourtant, l'étrange chevauchement entre la scène du tribunal du film et son combat réel a donné à la performance une étincelle étrange dont les gens parlent encore. 4 ans plus tard, tout a basculé à nouveau. Dans 1989, Travolta a joué un rôle dans Look Who's Talking, une simple comédie où Bruce Willis exprimait les pensées d'un bébé. Cela ne ressemblait pas à un grand retour et n'avait même pas l'air sérieux. Pourtant, le film a surpris tout le monde. Il a rapporté 297 millions de dollars dans le monde entier et a sauvé Travolta à un moment où sa carrière était au plus bas. Avant ce film, il n'avait aucune offre majeure et l'intérêt des studios pour lui était en train de s'évanouir. Mais Travolta et Willis ont enregistré leurs scènes ensemble, jouant l'un avec l'autre et improvisant des blagues. Ce flux naturel a donné au film une énergie chaleureuse que les spectateurs ont adorée. Et à partir de ce moment-là, Travolta était de retour dans le jeu. La même année, cependant, un événement plus sombre l'a frappé. Il a été poursuivi pour 5 millions de dollars par son ancien manager qui l'accusait de détournement de fonds. L'affaire s'est terminée en dehors du tribunal, mais les détails ont montré à quel point Travolta n'avait pas été préparé à la célébrité. Dans les 1970, il avait gagné plus de 100 millions de dollars sans prêter attention à la manière dont il était géré. Les conseillers et les gestionnaires faisaient des choix qu'ils vérifiaient à peine. À la fin de l'affaire, il s'est rendu compte de la quantité d'argent qui lui avait échappé. C'est un tournant, un moment où il prend enfin le contrôle de ses finances. C'est au cours de cette période instable qu'il rencontre Kelly Preston. Ils se sont croisés pour la première fois sur le tournage d'un film inédit de 1987. Mais les choses se sont approfondies en 1989, lorsqu'ils sont entrés ensemble dans la scientologie. Cette croyance commune les a rapprochés à un moment où Travolta devait faire face à 4 échecs consécutifs. Ils se sont mariés en 1991 et sont restés ensemble à travers tous les hauts et les bas jusqu'à la mort de Kelly en 2020. À cette époque, ils s'orientent également vers des projets plus doux. Dans 1991, il joue dans Eyes of an Angel, un petit drame sur un père et sa fille qui se lient à un chien blessé. Ce n'est pas un grand succès, mais il correspond à son état d'esprit. Il veut des histoires sur la famille et le cœur plutôt que du spectacle. Sa propre vie devient plus terre à terre et les films qu'il choisit commencent à le refléter. Avec un peu de recul, un regret le poursuit encore. En 1986, il se voit offrir le rôle principal dans Top Gun. Il a refusé en raison de sa peur des hauteurs qui entrait en conflit avec son intérêt pour le pilotage. Tom Cruise a pris le rôle et le film a rapporté plus de 357 millions de dollars dans le monde entier. Travolta a admis plus tard qu'il s'agissait de l'une de ses plus grandes chances, manquées d'autant plus que sa carrière s'est effondrée peu après. La danse de Travolta avec Uma Thurman au Jack Rabbit Slims a été filmée en 20 prises épuisantes parce qu'il revenait tout juste de faire la promotion du film en Europe. Lors d'une prise chaotique, son doigt a glissé sur l'accessoire et il a accidentellement tiré sur Marvin au visage. Tout le monde s'est figé sauf Travolta et Samuel L. Jackson qui sont restés dans leur personnage et ont continué.
Tarantino a gardé la prise parce qu'elle lui paraissait brute. Travolta s'est également blessé au pied dans une scène ultérieure en tombant à genoux. Et le cri que le monde a entendu était une véritable douleur. Toute cette intensité a façonné le sentiment électrique désordonné qui a fait de Pulp Fiction un jalon culturel. Par 1995, il se glisse dans Get Shorty et joue Chili Palmer, un charmant usurier qui erre à Hollywood. Il a vécu de nombreuses répliques à partir d'histoires qu'il avait entendues de vrais mafieux de Miami. Le film a rapporté 72 millions de dollars dans le monde et a été récompensé par des prix. Son improvisation était si forte qu'elle a obligé le réalisateur à réécrire des scènes autour de lui. Cette confiance l'a poussé vers son retour à la fin de ses 90 ans. Mais la même année, quelque chose de terrifiant s'est produit. Alors qu'il pilotait un Gulfstream de turbojet entre Fort Lauderdale et le Maine, le système de navigation est tombé en panne sans avertissement. La visibilité était faible, les radios sont tombées, et alors que lui et son copilote descendaient, les contrôleurs aériens ont détourné un Boeing 727 pour les guider à travers les nuages. Les deux avions se sont dangereusement rapprochés avant que Travolta n'effectue un atterrissage d'urgence à grande vitesse. Ce moment est resté gravé dans sa mémoire et a même inspiré certains passages de Phénoménon, un an plus tard, où son personnage acquiert d'étranges capacités après un éclair de lumière. Il parle rarement de cet incident, mais il reste l'un des moments de sa vie où il a le plus frôlé la mort. 2 ans plus tard, il a tourné Face Off avec Nicolas Cage. Les prothèses nécessitaient des séances de 8 heures par jour. Les artistes perforaient chaque cheveu à la main, construisaient des crânes mobiles et façonnaient les visages à l'aide de minuscules moteurs pour qu'ils aient l'air vivant. Cage et Travolta étaient couverts de maquillage si souvent qu'ils ne se reconnaissaient pas l'un l'autre. Le film a rapporté 245 millions de dollars dans le monde entier, mais le tribut physique a été rude. Les deux acteurs ont souffert d'irritations cutanées et ont eu besoin de soins médicaux tout au long du tournage. Pourtant, Travolta était resté dans le personnage autant que possible, croyant que cet engagement rendrait l'histoire crédible. Peu de temps après, on lui a proposé de faire un caméo dans Titanic. Cela aurait été un grand moment, mais il l'a refusé dans 1997, lorsque Kelly lui a annoncé qu'elle était enceinte de leur fils Jet. Il s'est éloigné des projecteurs pour se consacrer à sa famille. C'était un sacrifice discret que peu de gens connaissaient à l'époque. Puis vint une décision qu'il n'oubliera jamais. Dans 2000, il a investi 20 millions de dollars de son propre argent dans Battlefield Earth, espérant construire une franchise de science-fiction massive basée sur un roman qu'il admirait. Le film a coûté 63 millions de dollars au total, mais n'a rapporté que 29 millions de dollars dans le monde entier. Les critiques l'ont déchiré et Travolta a remporté le Razzie du plus mauvais acteur. Le film est devenu l'un des échecs les plus tristement célèbres d'Hollywood. On s'est même demandé si ses liens avec la scientologie n'avaient pas influencé le projet. Le film est devenu un avertissement à Hollywood sur le fait que même les stars les plus appréciées peuvent mal juger un projet passionnel. L'Espadon est arrivé dans 2001. Travolta a joué Gabriel Scheer, un méchant au franc-parler qui exigeait de l'attention. Il a même piloté lui-même un hélicoptère pendant le tournage pour une cascade dramatique. La FAA avait prévenu l'équipe des risques, mais Travolta a insisté sur le fait qu'il pouvait s'en charger. Le film a rapporté 147 millions de dollars dans le monde entier et est devenu un succès de style, bien que de nombreux critiques aient estimé qu'il n'était pas fait pour le rôle. Néanmoins, la cascade est devenue l'un des plus grands sujets de discussion du film. Son fils Jet est mort à 16 ans, alors que la famille se trouvait aux Bahamas. Le chagrin est immense. Des mois plus tard, un ambulancier a tenté d'extorquer à la famille 25 millions de dollars en prétendant avoir la preuve d'une dissimulation. Au cours du procès, Travolta a raconté avoir pratiqué un massage cardiaque sur son fils tout en le suppliant de respirer. Cela l'a fait craquer en public. Le monde a vu une facette de lui loin du glamour d'Hollywood. Il a montré à quel point même les plus grandes stars sont fragiles. Lorsqu'il a joué Edna Turnblad dans Hairspray in 2007, il a apporté de la chaleur et de la joie à un personnage qui nécessitait des heures de maquillage tous les jours. Le film a rapporté plus de 2 millions de dollars dans le monde entier et a donné aux fans une nouvelle raison de l'aimer. Dans les coulisses, il équilibrait l'esprit brillant du film avec le poids lourd de la lutte personnelle. Wild Hogs, la même année, l'a fait entrer dans un monde plus léger. Le film a rapporté 253 millions de dollars et a relancé la comédie de potes pour un moment. Travolta a insisté pour faire de vraies cascades à moto et a eu un accident mineur qui l'a laissé meurtri.
Néanmoins, les acteurs se sont si bien entendus qu'ils ont souvent roulé ensemble entre les prises de vue. Après avoir perdu Jed Travolta et Kelly, ont accueilli leur fils Benjamin par l'intermédiaire d'une mère porteuse. Il est devenu un symbole de guérison pour la famille. Travolta s'est lancé dans la charité, allant jusqu'à piloter un Qantas 707 pour livrer des fournitures à Haïti après le tremblement de terre. Cet avion est devenu par la suite un symbole de son service. Des années plus tard, il revient à la télévision pour jouer le rôle de Robert Shapiro dans The People v. O.J. Simpson. Il a pris 25 livres pour le rôle et a étudié les gestes, la voix et le style de Shapiro. La série a été diffusée pour la première fois en 2016 et a été saluée par la critique. Travolta est nommé aux Emmy Awards et prouve une fois de plus qu'il peut se réinventer. Sa performance devient l'un des points forts de la série. Dans 2018, il est à l'affiche de Gotti, un projet qu'il poursuit depuis des années. Le film a fait l'objet de rumeurs d'annulation et de critiques sévères, obtenant une note de 0% sur Rotten Tomatoes. Pourtant, il est resté fidèle à son projet. Par 2025, il a dit qu'il n'avait jamais regretté de l'avoir fait parce qu'il s'agissait d'un projet qui lui tenait à cœur. Le coup le plus dur a été porté en 2020, lorsque Kelly Preston est décédée d'un cancer du sein à 57, Travolta a partagé des hommages émouvants en ligne. Il a plus tard révélé les derniers mots qu'elle lui avait adressés et a dit qu'il vivrait pour la joie parce qu'elle lui avait demandé de le faire. Le jour de son anniversaire en 2025, il a posté une vidéo chantant Come Rain or Come Shine et des millions de personnes ont ressenti son chagrin. La même année, il est apparu dans une publicité de vacances de Capital One en tant que Père Noël. En 71, il a dansé à travers un décor rempli de 50 danseurs et de lumières brillantes. L'annonce a été diffusée pour la première fois lors de la Macy's Thanksgiving Day Parade le novembre 27, 2025. Les fans l'ont célébré comme la preuve qu'il pouvait encore commander une scène avec la même étincelle qu'en Grèce. Et pendant tout ce temps, 2025 a fait l'objet de canulars de mort, prétendant qu'il était décédé. Il les a fait taire avec de simples photos et une confiance tranquille. Il fait toujours voler son Boeing 707 pour des œuvres de charité. Il est toujours le mentor de jeunes acteurs. Il travaille encore, il bouge encore.